L'essai suivant reflète ce qui semble être les meilleures estimations que nous pouvons faire selon ce que toutes nos connaissances collectives indiquent sur le monde, à une journée particulière, pas si spéciale, de ce que certains appellent maintenant la période néolithique tardive. En ce jour particulier, les Kourganes étaient déjà un peuple ancien. Ils étaient une culture proto-indo-européenne, un lien entre les Dravidiens, les Ariens et les barbares d'Europe. On dit qu'ils sont parmi les premiers à avoir domestiqué le cheval. En ce jour, ils vivent dans plusieurs villes fortifiées des steppes qui deviendront plus tard la Russie. Certaines de ces villes comportaient des centaines de maisons en pierre, creusées dans les collines dans des endroits défendables. Là, ils se protègent eux-mêmes et leurs animaux des éléments et des envahisseurs si quelqu'un était assez fou pour attaquer un tel endroit. Car ils sont eux-mêmes des envahisseurs et étendront un jour leur territoire à l'ouest jusqu'à l'Irlande. Le même jour en Irlande, les habitants construisaient de grandes tombes mégalithiques qui parsèment maintenant la campagne irlandaise. Ils ont également construit des forteresses à flanc de falaise, ils avaient des brasseurs servant de la bière. Même au nouvel âge de pierre, la bière et le vin étaient déjà commercialement disponibles dans la majeure partie du monde connu. C'était également à cette époque que ceux qui deviendraient les druides ont commencé à concevoir des plans pour des structures encore plus grandes et plus impressionnantes. Celles-ci seraient connues sous le nom de Callanish dans leur pays d'origine et de Stonehenge en Angleterre, où la structure la plus importante découverte à ce jour était un système de passerelle en bois surélevé construite par-dessus les marais. Les Anglais connaissaient également une révolution agricole, ayant adopté récemment des pratiques agraires déjà bien établies dans le reste de l'Europe et du Proche-Orient. À cette époque, les hommes modernes vivaient déjà en Europe depuis des dizaines de milliers d'années, depuis que les Cro-Magnons ont remplacé les hommes de Néandertal. Maintenant, ils ont eux-mêmes été remplacés, divisés et absorbés par les nouvelles cultures de la région. Mais ils ont laissé derrière eux leur ancienne hutte en bois pour que les archéologues les trouvent, ainsi que tous leurs monuments et leurs merveilleuses peintures rupestres réalisées il y a si longtemps. Les grands ours et autres terribles bêtes ont tous été chassés ou tués au cours des douzaines de siècles écoulés. Les temps ont radicalement changé au cours des derniers milliers d'années. Les étés froids, oubliés depuis longtemps, la plupart de ces peuples vivent maintenant dans une relative aisance avec peu ou pas de gouvernement centralisé, répondant seulement à des divinités mineures et à une déesse généralement considérée comme la mère de la Terre. La vie en Europe est très différente maintenant. Elle est plus sécurisée et centrée sur l'agriculture où la technologie la plus avancée pour le moment est représentée par des houes en bois dur. Et en ce jour, il y a des gens partout. Certains vivant encore dans des grottes en Italie et en Grèce, mais ne vivant pas comme des hommes des cavernes, puisqu'ils pratiquent déjà l'agriculture et fabriquent de belles céramiques, développant déjà des sociétés uniques et colorées. À cette époque, des maisons longues et des loges étaient également construites de la Pologne à la Scandinavie et aux îles britanniques. Il y avait même des temples religieux comme cette nécropole souterraine mystérieuse et déjà ancienne découverte sur l'île de Malte. Loin à l'ouest, en Amérique, la plupart des tribus autochtones vivent encore exactement comme l'ont fait leurs ancêtres pendant des centaines de générations, à l'exception du fait que les grands félins, les mammouths et même les chevaux ont tous disparu de cette terre, principalement à cause des chasseurs archaïques du passé. Les nouvelles tribus chassent des gibiers plus petits et en chassent moins. Dans les régions nordiques, elles pêchent généralement, récoltent des noix et des fruits pour se nourrir, et elles vivent toujours dans les huttes en chaume les plus primitives. Elles construiront ici un jour de grandes cités, certaines que les hommes blancs ne verront jamais. Mais ayant été coupées du reste du monde depuis environ 4000 ans, leur développement technologique sera donc un peu en retard par rapport à celui de nombreuses autres nations. Dans les climats du Sud, une culture plus avancée est en train de naître. Au Mexique, par exemple, des agriculteurs accomplis ont créé une toute nouvelle espèce de maïs qui restera un aliment de base pendant des milliers d'années à venir. Le même jour, bien au-delà de l'Alaska d'où venaient les ancêtres asiatiques des Américains, il y a une île au large des côtes encore amèrement froides de Kamtchatka. Et sur cette île se trouvent les tout derniers survivants de ce qui était autrefois la proie préférée de l'homme, les magnifiques mammouths laineux. Piégés ici depuis la montée du niveau de la mer à la fin de la dernière époque, ils resteront isolés et inconnus de tous jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éteindre ici aussi à l'époque où notre calendrier actuel a été adopté à Rome.
Au sud, les artisans japonais fabriquent déjà leur magnifique poterie Jomon depuis 6000 ans, inspirée par les artisans chinois d'origine qui les faisaient depuis encore plus longtemps. Ces cultures sont étroitement liées aux ancêtres des tribus américaines, mais les modes du vieux monde ont surpassé ceux du nouveau, en grande partie grâce à l'adoption précoce de l'agriculture et bien sûr du commerce international. À cette époque, les pêcheurs austronésiens naviguent vers une nouvelle patrie sur l'île de Formose. Mais il y a peu, voire aucune tribu vivant sur les îles les plus éloignées du Pacifique Sud, même pas en Nouvelle-Zélande, où en ce jour les gigantesques moas errent encore, aux côtés des plus grands aigles que le monde ait jamais connus. Comme les Américains, les aborigènes ont été complètement coupés du marché mondial. À cette époque, ils vivaient en Australie depuis plus longtemps que toute légende ne peut le raconter. Là aussi, les grands animaux du passé ont tous disparu, le dernier d'entre eux étant le goanna tueur, des lézards géants mangeurs d'hommes encore plus gros que des crocodiles. La plupart d'entre eux ont été éliminés par des hommes hardis qui ne voulaient pas être dévorés. Le peuple des pithécanthropes d'Asie du Sud a été complètement oublié depuis longtemps, soit poussé à l'extinction ou absorbé par une nouvelle famille d'hommes qui se développe rapidement. D'autres races, comme les insulaires hobbits d'Indonésie, peuvent aussi avoir disparu à présent et sont peut-être à peine rappelés dans quelques vieilles légendes. Les légendes de l'Inde, en revanche, résisteront à l'épreuve du temps. En ce jour, les cultures aryennes et hindoues sont encore très proches et partagent une grande partie de leur langue et de leur tradition. Leur écriture se limite à des pictogrammes et à des pétroglyphes, quelque chose qu'ils font depuis de nombreux siècles. Mais maintenant, ils composent et répètent les premières versions des légendaires traditions orales qui seront à jamais connues sous le nom de Rig Veda, la fondation de l'hindouisme, la religion la plus ancienne encore existante du monde. Nous nous tournons maintenant vers l'Afrique. C'est le pays-mère ultime, car les hommes y vivent depuis l'aube de notre ère. Les tout premiers concepts des mathématiques, d'art et de géométrie sont tous nés ici, il y a plus de 60 000 ans et 20 000 ans avant l'apparition de tout art étranger de ce type trouvé ailleurs. Mais en ce jour, il y a des villages et des villes bien établis ainsi que de nombreuses cultures anciennes et différentes. Certaines d'entre elles utilisent déjà des barges à rames multiples pour transporter leurs marchandises vers le marché de Nakada, où il existe une forme officielle de gouvernement. Là-bas, les hommes sont gouvernés non pas par des chefs tribaux, mais par des rois. Dans environ 800 ans, le climat de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient changera radicalement, devenant un désert. Mais aujourd'hui, c'est encore une terre fertile, verdoyante et bien irriguée. On y retrouve les sociétés les plus avancées de toute la planète. En Syrie, ils exploitent les premières boulangeries commerciales à grande échelle, et loin dans les pâturages arabes, les Ubaïdis, un peuple sémitique, établissent une colonie qui deviendra la Cité dure. Ici, des systèmes politiques complexes et des cités-États se forment le long des rives du Tigre et de l'Euphrate. Et ces personnes ont déjà entrepris de construire les cités les plus incroyables du monde ancien, avec d'énormes tours en l'honneur des dieux vénérables tels que Marduk et Inanna. Le peuple ubaïdien fabriquait de la poterie comme tout le monde en ce jour-là. Mais ils ont également asséché des marais, construit des digues et mis en place un système de tranchées d'irrigation à partir des rivières. Ils cultivaient du blé et de l'orge pour le pain et la bière, élevaient des animaux de ferme, inventaient des machines à tisser, fabriquaient des produits en cuir et en métal et vendaient leurs produits sur d'immenses marchés. Ça ira, les 4, c'est pour la gourde. 4 pour cette gourde? 4? Regardez-la, elle en vaut 10, voire même 11! D'accord. La plupart des gens dans le monde possédaient déjà quelques animaux de compagnie et du bétail à ce stade, mais il n'y avait pas encore beaucoup de races de bovins domestiques autres que des chèvres. Les ancêtres de tous les bovins domestiques modernes, du moins en Occident, étaient de grands animaux sauvages et dangereux errant librement connus sous le nom d'auroch, Bos primigenius, le taureau originel. Ils étaient initialement utilisés comme animaux de combat pour des tournois de gladiateurs et étaient l'objet de légendes. Mais finalement, les puissants aurochs ont été croisés pour donner naissance à un animal plus petit et beaucoup plus docile, qui donnera naissance aux différentes races modernes de bétail d'élevage. Malheureusement, les derniers représentants de l'espèce parente autrefois puissante mourront en captivité en l'an 1627.
Mais en ce jour, l'un des rares endroits où l'on pouvait trouver des aurochs en captivité était Jéricho, la plus ancienne ville connue de l'homme. À cette époque, la ville de Jéricho était déjà un établissement continuellement habité depuis plus de 3000 ans. C'était le berceau des pratiques de sélection qui transformeront les redoutables aurochs en Bessie la vache laitière, et c'était l'endroit où l'on cultivait de nouvelles espèces de blé qui deviendraient bientôt la principale céréale de toutes les grandes cultures à travers le monde. Pour chacune de ces sociétés prospérant autour du globe il y a si longtemps, le monde des grands-pères de leurs grands-pères était déjà ancien, comme Ecclésiaste l'avait décrit. Et en ce jour particulier, dimanche 23 octobre 4004 avant notre ère, personne en vie n'aurait cru qu'il s'agissait du premier jour que la Terre venait d'être créée ce matin-là.